Je me dis, ça sent les pieds. C'est qui, quoi? C'est des nouvelles chaussettes. Ah ouais, bah. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici, on traite les films en profondeur, donc pour ça, on est bien obligé de spoiler. Si vous n'aimez pas ça, allez voir le film d'abord et revenez nous écouter quand ce sera fait. À mes côtés cette semaine, une équipe dont le talent est en or massif, que dis-je, en platine massif. Ouais, c'était facile. C'est la Golden Team des chroniqueurs ciné. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Eric. Bonsoir. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, son talent n'a d'égal que sa discrétion. Et vu le peu qu'on l'entend, c'est vous dire à quel point il est doué. Salut Alain. Salut. Et on dit merci à Latex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. Et on remercie tous nos soutiens, car oui, cet épisode de Sale temps pour un film est soutenu par Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus, pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Aujourd'hui, Nicolas Cage, l'homme, la légende. Voilà, c'était pour faire une intro sobre. Bon, dans cette semaine, on vous parle d'un talent, un or massif, The Unbearable Weight... Non, je vais pas le faire en anglais, en fait. Cette semaine, on vous parle d'un talent en or massif. Nicolas Cage y joue son propre rôle, sauf que dans cette version-là, de 2022, il croule sous les dettes et attend le grand rôle qui relancera sa carrière. Pour améliorer sa situation financière, il accepte de se rendre à l'anniversaire de Javi, un milliardaire mexicain qui est aussi un de ses plus grands fans. Un séjour déjà étrange, mais qui prend une toute autre tournure quand Nick Cage est recruté par la CIA pour enquêter sur les activités criminelles de son hôte. Cette histoire rocambolesque, on la doit à Tom Gormican et Kevin Etten, et c'est Tom Gormican lui-même qui a pris les commandes de la réalisation. À son palmarès avant ça, un seul film, Célibataire ou presque, une rom-com sortie en 2017. Côté casting, Nick Cage évidemment, qui monopolise l'objectif, mais il n'est pas seul. Pour lui donner la réplique, Pedro Pascal, Monsieur Mandalorian, découvert du grand public dans Game of Thrones. Ici, il incarne Ravi, le fameux milliardaire aux activités louches. Que dire de plus ? Pas grand-chose, hein. Ce film est sorti le mercredi 20 avril. Pas grand-chose donc de plus à ajouter. Je vais tout de suite passer la parole à mes chroniqueurs pour leur poser la question qu'ils attendent, par-dessus tout. C'est quoi votre météo ? Très plat, hein, pour moi. Alors, c'est pas une météo, ça. Un temps plat. Un temps plat. Belge. C'est un bas pays, voilà. Ok. T'es pas fait chier, hein. Enfin, je vais rien dire, je suis pas trop sûr. Montre Moi, je pense qu'il y a un nuage de pluie, mais juste au-dessus de la tête de Nicolas Cage. Tu vois, et ça pleut des trombes, en fait, sur sa tête, tu vois. Le reste, ça va, tu vois. Enfin, pas le film, tu vois, mais juste, c'est vraiment sur lui que ça tombe. C'est une espèce de microclimat vraiment très voilà, localisé. mais que de la pluie. La sale pluie, en fait. Qui lui fait enlever son toupet, là, parce que ça lui tombe un peu, là, il n'y a plus rien. Marie Alors moi, il y a un peu de soleil, mais quand tu t'approches, tu vois qu'en fait, le soleil, c'est la tête de Nicolas Cage, comme dans ce gif qui existe et qui fait peur. Pas mal parce qu'ils l'ont pas fait dans le film, tu vois. C'est un des rares trucs qu'ils ont pas fait. C'est clair. Alors du coup j'ai envie de commencer avec toi Marie, que tu me parles de ce soleil qui t'a éclairé. Le soleil Nicolas Cage. Ouais voilà, c'est le soleil de ma vie. Non mais ouais, je pense que je suis un peu obligée de déclamer mon amour pour Nicolas Cage avant de parler du film, parce que voilà, bon, je sais que je suis pas toute seule, hein, mais voilà, moi j'ai une grande passion pour Nick. Je regarde un peu tous ces films qui sortent, même si voilà, c'est un peu d'idées TV pourries pour un film qui sera un chef-d'œuvre ou un bon film au moins. Mais moi ce que j'aime chez Nicolas Cage, c'est ce côté en fait où
où il travaille tout le temps, il tourne tout le temps, et il met toujours la même sincérité, la même implication et le même dévouement dans tous ses films, que ce soit, comme je disais, un DVD tout pété, ou un DTV tout pété, ou un film, on a eu des bons films récemment, comme Mandy, ou Pig, qui est sorti en début d'année ou l'année dernière, les Color of Space, enfin voilà, il y a de temps en temps, il y a des heureux accidents dans sa carrière, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et du coup, là, ce film-là, je pense qu'on est nombreux, on était nombreux les fans de Nicolas Cage à l'attendre, parce que c'est le summum de la Cagesploitation, avec Nicolas Cage qui joue son propre rôle dans un film, donc c'était un peu tout ce qu'on pouvait attendre. Et c'est un peu tout ce qu'on pouvait craindre aussi, parce qu'en fait, bon voilà, enfin moi j'ai dit juste l'histoire du soleil parce que j'avais envie de faire ma petite blague avec le mème de Nicolas Cage en soleil, mais c'est vrai qu'en fait il y a ce côté intéressant où dans la première partie du film en fait où il y a le côté Nick Cage qui se parle à lui-même dans une version plus jeune de lui, époque Sailor et Lula, hyper too much, on est habitué à ses excès, donc ça pouvait donner quelque chose d'intéressant, mais c'est un truc qui est là 2-3 fois dans le film et qui va pas très loin et qui va jusqu'au moment un peu creepy où il s'embrasse lui-même, et c'est un petit peu bizarre même pour moi. Mais il y a tout ce côté, en fait, moi j'attendais un peu ce côté-là, les questions, les doutes sur sa carrière, les questions qui se posent, et quand on le voit essayer de un peu mendier des rôles et tout, les questions qu'il a avec son agent et tout ça, et malheureusement, en fait, c'est un peu une caricature de lui-même. Enfin, il y a ce côté, tout ce qu'on sait déjà sur lui est dedans, et c'est surtout en fait, un peu le festival de références. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. On coche à peu près toutes les références à tous les films possibles qu'il a déjà fait. Il y a des citations, vraiment des citations qui tombent comme un cheveu sur la soupe. Le Not the Bees qui a rien à faire là. Fin, ouais. C'est vraiment, on coche tous les trucs possibles, et c'est un peu dommage parce que du coup, c'est un peu ce que je craignais, et en fait c'est un peu l'image de Nicolas Cage en fait lui a échappé, et en fait j'ai l'impression que ce film il illustre un peu ça, quoi, où ça commence un peu sur ce qu'on attendait et ça tombe vraiment dans ce qu'on craignait, et en fait je trouve que le seul côté pour moi qui marche un peu dans le film, c'est le côté buddy movie, où je trouve que Pedro Pascal est pas mal au final, parce que souvent Nicolas Cage fait tellement du Nick Cage qu'il fait un peu qu'il occulte un peu les autres personnes, et je trouve que finalement Pedro Pascal, dans ce côté un peu fan, c'est peut-être parce que je m'identifie à lui quand il fait visiter son musée Nicolas Cage, mais voilà, il y a ce côté un peu sympa de leur relation. Il y a des petits moments moi que je trouve chouettes, des trucs un peu idiots, voilà, cette visite du musée qui est un peu marrante, ou toi aussi tu rêves d'avoir une statue de Nick Cage en cire. J'étais à deux doigts de voler la PLV grandeur nature, parce que je voyais une place à côté de mon lit qui était parfaite pour l'accueillir chez moi, tu vois. Idéal pour se réveiller le matin. Mais moi j'en rêve. En vrai j'aurais trouvé ça trop cool. Non, mais voilà, par exemple, il y a le petit coussin en sequin avec son. Mais j'ai pas osé la prendre parce qu'il pleuvait ce jour-là. Mais c'est bientôt mon anniversaire. C'est dans 6 mois, mais bon. Écoute, ça marche. Étienne Larbret nous écoute. mais voilà, il y a ce côté dans le musée où il y a le petit coussin à sequin. Moi, j'ai offert ça à un pote qui est très fan de Nick. Enfin voilà, il y a tous les petits trucs qui font référence à plein de films et tout. Enfin voilà, c'est du fan service, et je sais que je tombe dedans à pieds joints, mais bon, ça me fait toujours un peu plaisir de voir ça. Mais et puis il y a ce moment, le moment que je trouve un peu marrant, c'est quand ils deviennent potes, la scène du LSD, ou la scène où ils échangent leurs chaussures parce que ils trouvent que les chaussures de l'autre sont trop cool. Et en fait, ça c'est des trucs qui auraient pu arriver, je pense, dans la vie de Nick Cage, et qui sont peut-être c'est le genre d'anecdotes qui arrivent dans sa vie. Et moi, c'est ça les trucs que j'aime bien. Sur Nick Cage, en fait, c'est des histoires un peu improbables sur sa vie, des trucs qu'il a fait un peu fous. Et j'aurais préféré qu'on me donne plus de moments comme ça que de phrases rentrées au forceps pour faire des références à ses films, à sa carrière. Et toute la deuxième partie du film, en fait, toute cette intrigue, de toute façon, toute cette intrigue avec la CIA, avec même tout le truc avec sa famille, il est éloigné de sa fille, mais à la fin, ils vont se réconcilier autour Paddington 2, machin. C'est vraiment des trucs, c'est cousu de fil blanc. Je pense que le film, ça tombe vraiment en fait dans les DTV que les personnages critiquent un peu quand ils parlent à Nick de sa carrière qui tombe, quoi. Donc en fait, c'est un peu un miroir de sa carrière, mais pas dans le bon sens du terme. Le film aurait pu être tellement plus intéressant et montrer tellement plus d'autres choses que en fait, t'as un peu l'impression d'ouvrir Internet, Twitter et la page de GIF de Nicolas Cage, quoi. Ouais, donc du fan service, mais qui n'a pas su être à la hauteur de. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire que ça. En fait, ça reste toujours en surface, et au final, ça donne un film
qui reprend les passages obligés de plein d'autres films qu'on a déjà vus, de plein d'autres films avec Nicolas Cage qu'on a déjà vus, et au final, il en reste rien. C'est un prétexte pour le faire sauter d'une falaise, machin, pour avoir une explosion, pour avoir Nick Cage dans un costume de mafieux italien qui ressemblerait presque plus à Jared Leto dans Soft Gucci. Attention, parce que Eric aime beaucoup Jared Leto dans ce film-là. Mais du coup, comment t'aurais voulu le voir ? Moi, en fait, là récemment, j'ai lu le livre de Lelo Jimmy Battista sur Nick Cage, qui est en fait qui est pas du tout un truc qui retrace sa carrière, mais c'est des petits chapitres très courts qui retracent un moment de sa vie. Donc ça peut être sur un tournage, sur un voyage, sur un truc. Et moi, en fait, c'est ça que j'aime bien, parce que c'est des anecdotes qui te montrent le personnage et qui te racontent beaucoup plus que un mec qui va citer son propre film, parce que ça, tout le monde le sait. Faire une énième blague sur Volte-Face, enfin, moi, ça me fait même plus sourire, en fait. En fait, tu voulais un docu sur Nicolas Cage. Non, pas tant que ça. Non, mais en fait, la façon dont ils vendaient le projet, tu vois, c'était un peu le truc de qui va ravir les fans et tout ça. Et je pense qu'en fait, si t'es vraiment fan de lui, tu t'attends à autre chose que de la citation, et qu'on te recolle les mêmes mèmes et les mêmes gifs que t'as déjà vu tout le temps, quoi. Toi, tu étais la seule à défendre un peu le film maintenant. Non, moi je défends bien les 15 premières minutes. On a l'impression d'être dans un épisode de Curb Your Enthusiasm avec Nicolas Cage. Donc déjà, c'est une bonne idée, vraiment. Et de le voir comme ça, à la ramasse... voir, parce que dans la vraie vie, en fait, il a deux garçons assez adultes, et là, il a une fille. On voit très bien que, en fait, c'est aussi un rôle qu'il joue. Le problème qui se passe, en fait, assez rapidement, c'est que on construit autour de lui, dans ce film, une espèce de comédie d'action qui est quand même pas drôle, avec des méchants de pacotille. Je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Hitchcock, mais il disait que quand le méchant est raté, c'est compliqué. Il a raison. Et là, il y a juste le méchant, il est vraiment embarrassant. Mais surtout, ça crée un autre problème tout con quand on aime Nicolas Cage, parce que moi aussi, je l'aime bien. Notamment parce qu'il fait des DTV pourris. Je pense pas qu'il les fait franchement pour le fric, enfin peut-être, mais c'est surtout que j'ai l'impression que parfois il cherche une ou deux scènes comme ça dans lesquelles il va pouvoir exploser, et surtout être assez sincère en fait dans son jeu, et là on lui enlève ça en fait. Tout d'un coup en fait il va se retrouver à jouer une version un peu pâle de lui-même dans une comédie d'action qui est vraiment, et encore je suis sympa, vraiment pas drôle quoi, vraiment un peu pénible. Et du coup en fait c'est très décevant, parce qu'on a du Nicolas Cage qu'on venait voir, parce que c'est lui qu'on vient voir, hein, c'est pas le réalisateur, c'est personne d'autre en fait, et une version très très diminuée de lui-même. Et c'est vraiment dommage, donc en fait c'est très décevant, et puis surtout encore une fois, c'est une comédie d'action pas drôle, donc bon, avec des méchants qui sont des prétextes, mais des prétextes à quoi, je sais pas. Et là en fait il y a quelqu'un, moi je trouve qui manque là-dedans, qui aurait donné un boost en fait à cette histoire. Ça aurait été Charlie Kaufman, un mec qui justement travaille bien le méta, travaille bien ces choses-là. Et avec qui il a travaillé d'ailleurs. Et avec qui il a travaillé sur Adaptation, qui est un super film. Et qui aurait pu, à mon avis, trouver une espèce de vecteur narratif intéressant au potentiel Nicolas Cage. Je pense à... je sais pas si vous vous souvenez de ce film, là, Jean-Philippe, qui essaie de faire ça avec Johnny Hallyday, où tout d'un coup, voilà, il y a un type qui rencontre Smet et qui va le transformer en Johnny parce qu'il se réveille dans un monde dans lequel Johnny n'existe pas. Un pitch comme ça avec Nicolas Cage, ça marcherait très bien. Parce qu'en fait, ça pousserait son exubérance. Là, en fait, ça la cloisonne à une série B. Et encore une fois, je suis sympa, c'est vraiment très mal écrit, quoi. Où en fait, il est complètement diminué par le rôle qu'on lui fait jouer. Comme un espèce de scénario narcissique, mais pas écrit par lui, et par des fans, mais ça, je pense que Stéphane en parlera mieux que moi, qui aiment pas Nicolas Cage pour les bonnes raisons, j'ai l'impression. Ouais, en fait, moi je suis comme Marie, j'adore Nicolas Cage, vraiment en fait. Je trouve que c'est il y a quelques temps, vous aviez fait une émission sur Val là, que j'avais écouté, parce que j'étais pas dedans, j'ai toujours pas vu d'ailleurs le documentaire, mais je sais qu'Eric, ici présent à mes côtés, on a pris un petit peu plein la gueule dans les oui, avec plaisir. Hein. Oui, voilà, sur sa vision des acteurs, et je suis pas loin. De partager sa vision à lui, pas tout à fait sur les, mais je pense que la grosse distinction c'était, tu voulais dire star plus qu'acteur en fait, et le truc c'est que Cage en fait c'est une star par défaut, en fait c'est devenu une star par défaut, c'est déjà quelqu'un qui a été acteur pendant 15 ans avant de devenir une star, qui a eu l'Oscar et qui s'est trouvé dans des films d'action en fait, et qui du coup est devenu une star grâce à The Rock, grâce à Volte-Face, mais avant c'était une vedette, et c'était un comédien qui faisait des premiers rôles, des trucs comme ça, mais surtout c'était quelqu'un qui travaillait chacun de ses rôles de manière complètement inventive et perchée. On peut citer des tonnes, Arizona Junior, de Adaptation, The Rock, Volte-Face, parce que ce film-là, justement, moi je trouve que ce film-là, il les traite pas, les autres films, en fait, tous les trucs, en fait, Vampire's Kiss aussi. Il le traite un tout petit peu parce qu'il y a le fuck ou je sais pas quoi, mais le truc, en fait, c'est que il y a tous ces trucs qui font que Cage, en fait, c'est quelqu'un qui a non seulement un jeu baroque sur lequel il y a pas mal de gens qui lui reprochaient déjà d'être, beaucoup trop
d'en faire des caisses, on va dire, si tu veux, d'être cabot. Mais moi, c'est l'inverse, en fait. Moi, je reproche à ces films-là de pas être au niveau de folie du mec. Et c'est ça que j'adore, moi, avec Cage. C'est que ce mec-là, il va tellement loin dans le jeu, tellement loin dans cette expression-là. Il cherche tellement à travailler ce matériau-là, à sa manière à lui, en étant totalement, lui-même, quoi. Que, en fait, en gros, il a pas créé un nouveau style de jeu, parce qu'on sait, il le dit lui-même, qu'il s'inspire de Lon Chaney, il s'inspire des stars du muet, il s'inspire de tous ces trucs-là, etc., de l'expressionnisme allemand, tout. Il essaie tellement tout bouffer en fait et régurgiter ça dans le cinéma hollywoodien que en fait tu te dis c'est admirable, le gars est vraiment admirable et du coup tout ce que tu vois en fait sur internet depuis maintenant 15 ans, ça a commencé vraiment avec The Bees, avec tous ces trucs là, etc. Avec si tu veux ce moment dans Volte-Face où il touche le cul de la nana qui chante, la gamine, et il se met à faire une gueule pas possible, si tu veux. Quand tu vois tous ces trucs comme ça, c'est une célébration de la folie de Nicolas Cage. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme ça que je l'ai toujours pris, en fait. C'est-à-dire, je me suis toujours dit, mais en fait, on peut pas se moquer de ça. Pour moi, c'est ce qui le rend unique et c'est ce qui fait que le mec est génial et tout ça, etc. Et tu juste t'encapsules ce moment-là. Mais en fait, ce moment-là, dans Volte-Face, ce moment-là, dans Arizona Junior, ce moment, il est parfaitement cohérent. C'est-à-dire, il va avec la folie du film, tu vois. Là, le problème, c'est qu'effectivement, il est peut-être producteur sur ce film-là. Il est peut-être, effectivement, il a accepté de jouer ce rôle-là, mais on sent que ça l'emmerde, en fait. On sent qu'il a peur, il sait pas se cacher. Tu vois, derrière un rôle. C'est-à-dire, il fait putain, je joue Nicolas Cage, mais je dois pas jouer tout à fait Nicolas Cage. Mais tu vois, le Nicolas Cage, en fait, qui est à Hollywood, qui a des problèmes de thunes, il existe. Hein, c'est le vrai Nicolas Cage, si tu veux. Le mec qui quémande des rôles, c'est pas forcément tant qu'il quémande des rôles de la même manière qu'il le fait dans le film. Mais en tout cas, ça fait 10 ans qu'il fait pas de film hollywoodien, en fait, de gros films de studio, etc. Et je pense pas que ce soit un choix. Hein, parce que ça lui paierait beaucoup plus facilement ses problèmes avec le fisc qu'autre chose, quoi. Je pense qu'il y a un côté tricard, si tu veux, que le film aurait pu traiter. Alors, le truc à la Curb Your Enthusiasm, ça c'est super, hein. Moi j'adore Curb Your Enthusiasm et tout, le truc de Larry David, quoi, Seinfeld, ce type de truc où on parle de soi-même, moi je trouve ça génial, mais ça a été fait. Ça a été fait vraiment. Donc ce qui manquait là, c'est vraiment de faire un truc qui est à la hauteur de la folie du personnage. Or, tout le problème que j'ai, c'est pas seulement, en fait, si tu veux, que les mecs n'arrêtent pas de citer des mèmes ou des séquences de Nicolas Cage, quoi. C'est que, en fait, c'est un enterrement du mec. Quand je vois ce film-là, pour moi. Hein. Tu vois ça comme un baroud d'honneur ? Pas un baroud d'honneur pour lui, parce que lui, je pense qu'il veut pas s'arrêter. Tu vois, c'est ça le truc. Mais en fait, t'as l'impression que le mec, il le fiche dans une espèce de si tu veux, le Cage que tu vois en fait de Volte-Face en statue de cire, c'est limite en fait, t'as l'impression que le réalisateur, il se rend même pas compte que c'est le Cage qu'il essaye de projeter, quoi. Parce que en gros, c'est une déformation de Cage ce qu'on voit dans le film là. C'est-à-dire Cage, il est pas lui en fait en soi. Tu vois qu'il est pas à l'aise avec son propre rôle. Tu vois, en fait, moi, c'est la première fois, même comme disait Marie, tous les DTV qu'il fait ou les trucs comme ça, tu sais, il teste des trucs. Il y a un truc où il se bat contre des peluches, il balance pas un seul mot. Tu te dis, en fait, dans un film génial, ce rôle-là, il pourrait être génial, en fait, si tu veux. Parce que lui, il a testé, il se dit, je vais faire ça, tu vois. Et les mecs, ils font, ok, vas-y, parce que c'est Nicolas Cage, tu vois. Et que peut-être tu lui dis pas non, mais là, il fait rien de, ah ok, je vais refaire mes mèmes, en fait, si tu veux, mais en fait, quand je les ai faits, c'était pas des mèmes. Et ce que je veux dire, en fait, c'est que ce film ne crée pas, enfin, moi, tu vois, ce film, il aurait été malin s'il avait créé des nouveaux mèmes. Et je vois pas lesquels, en fait. Franchement, quand tu regardes le film, tu te dis, il y a pas un seul mème qui va sortir de ce truc-là. C'est du réchauffé. C'est du réchauffé. C'est pour ça que je parle d'enterrement entre guillemets, en tout cas dans l'esprit du réalisateur, même si encore une fois je pense qu'il s'en défendra, il lui dirait que c'est une célébration, quoi. Et le problème c'est que comme tu as zéro inventivité là-dessus, déjà ça c'est hyper problématique. Et ensuite effectivement, comme le dit Eric, à un moment donné, certes c'est du déjà vu de faire du comment on appelle ça, de la self deprecation, comme ils disent aux États-Unis, de faire de l'autocritique et de l'auto, si tu veux, parodie et tout ça, etc. D'utiliser ce prisme-là, en fait, pour dire on est dans un vrai truc, mais en fait, on raconte l'histoire d'une vraie personne, mais pas vraiment dans la réalité, etc. Ça a déjà été fait 150 fois, mais ça a été fait beaucoup moins de fois à la fin que, effectivement, une comédie d'action de base avec des narcotrafiquants qui courent derrière un buddy movie, quoi. Deux personnages de buddy movie. Je trouve il y en a un qui est Nicolas Cage et l'autre qui est fan de Nicolas Cage. Voilà. Si tu veux, c'est la seule entre guillemets originalité d'un buddy movie, tu vois. Donc du coup, t'es en train de regarder ça. Les scènes d'action, il y en a pas. Enfin, il y en a, mais elles sont pas terribles. Tu vois. Enfin, on s'en fout parce que tu vois bien que c'est pas forcément ce qu'ils cherchent à faire non plus. Et en même temps, ça prend tout le truc avec la CIA, tout le truc avec. Et en plus, tu sens qu'ils ont coupé des scènes là-dedans aussi parce qu'ils se sont dit au bout d'un moment, ça avance pas. Il y a un agent. Ça prend beaucoup de place. Et c'est quand même très très long. Ça dure il y a des changements de ton, mais horribles, où tout d'un coup ils prennent l'histoire au sérieux.
Ouais, et là, on se retrouve dans une histoire, on est voir une comédie, on se retrouve dans une histoire, mais ni faite ni à faire. Voilà, et du coup, tous ces trucs, en fait, alors, d'après ce que j'ai compris, il y a eu un combat entre le studio et comment dire, et le réalisateur, si tu veux, sur le banc du montage, quoi. Ce qui, je pense, est normal parce que c'est ce genre de truc, en fait, il faut arriver à trouver un ton, quoi. Mais enfin, encore une fois, Arnold Schwarzenegger, il faisait ça il y a 30 ans, en fait, si tu veux, dans Last Action Hero, quoi. Donc, en gros, c'est pas, il y a rien de tu vois, de nouveau là-dedans, de machin. C'est juste que, et moi, je suis quelque part, en fait, si tu veux, c'est assez. Ce qui est finalement rassurant, si tu veux, dans le film, c'est que Nicolas Cage n'y arrive pas. C'est-à-dire que moi, ce que j'adore avec Nicolas Cage, je sais pas si vous avez regardé un peu la promo en fait du film sur Internet, en fait, sur YouTube et tout, il se fait interviewer pas mal en ce moment, Nicolas Cage, et tu sens qu'il arrête pas de répéter. Et moi, c'est pas une version de moi, je suis normal, hein. Et t'as envie de dire à Cage, t'es pas normal, Nicolas Cage, arrête, quoi. On le sait que t'es pété, en fait, si tu veux. Et en gros, parce que je pense vraiment que le mec, il canalise tout dans son jeu. Il canalise tout dans les personnages qu'il traite, et là, il peut pas le faire. Ah, mais tu crois pas que ce qu'il voulait dire dans l'interview, c'est plus, je suis pas une personne extrêmement imbue de moi-même comme dépeint mon personnage. En fait, tu sais, figure-toi que justement dans les dans les combats avec le studio, il y a la scène en fait où il va à l'anniversaire de sa fille au début, et en fait que le studio a tellement réduit dans leur montage à peau de chagrin qu'à la fin, en fait, il y avait plus de conflit, si tu veux, dans cette scène-là. Et Cage, en fait, qui agit comme producteur, s'est pointé et leur a dit non, mais il faut rajouter, en fait, il faut la laisser cette scène, en fait, il faut qu'on puisse comprendre que ma fille m'en veut dans le film. Tu vois, et peu importe si en fait les spectateurs, parce que tu sais, il y a toujours des focus group et des trucs comme ça, et les gens ont dit ah mais là Cage il est pas sympa dans cette scène, donc ils ont écrit, tu vois, ils ont donné leur réponse, tu vois, et le studio a fait ah bah on coupe la scène, tu vois, sauf que Cage leur a dit non, il faut qu'on revienne sur ça parce qu'en fait sinon on n'a pas de conflit, quoi. Donc je pense que peut-être que lui il a besoin de le dire, en tout cas aux gens, de dire non, je suis pas un but de moi-même, si tu veux, mais en fait les gens qui suivent Nicolas Cage ils le savent. Enfin je veux dire, il y a un moment donné où même si ça reste une star de cinéma, même si le gars, en fait, si tu veux, il a voilà. Enfin, je veux dire, c'est quand même un type, il s'est foutu dans des états pas possibles, si tu veux, dans des tonnes de films. Voilà, bon, donc je pense que ça va, on a compris que le gars, il pouvait aller très très loin pour son art, en fait. Il y a cette fameuse anecdote, en fait, sur Embrasse-moi Vampire, où il a avalé un vrai cafard. Ils ont fait la prise 2 fois. Hein, voilà, c'est ça, tu vois. Donc, en fait, donc on le sait que le mec, il est perché, on le sait. Si tu veux, et c'est juste que malheureusement, je trouve que la plupart des films, en fait, déjà ont du mal à aller à ce niveau-là. Je veux dire, les vrais putains de films dont on se rappelle de Nicolas Cage, c'est des films qui vont aussi loin que lui. Et mais que ce soit dans le bon goût, dans le mauvais goût. Moi, j'adore Con Air, par exemple, j'adore Les Ailes de l'Enfer. Mais déjà, en fait, c'est un film où il a le mulet, si tu veux. Donc ça, déjà, c'est génial, tu vois. Oui, okay. pour ça. Et le film va tellement loin dans le mauvais goût. Tu vois, si tu veux que tu dis bon, ok, c'est bon, on est dedans. La moche de façon, c'est génial, tu vois. Et autant y aller à fond, quoi. Bah voilà, c'est ça. Mais c'est cohérent dans Conner, tu vois, qui est ce truc-là. Oui. Non, mais et en fait, le truc de Nicolas Cage, c'est que toujours il essaie des trucs, en fait. Ouais. Et même dans le DTV le plus obscur, d'un truc que personne va voir et tout, il essaye, il tente des trucs. Et en fait, moi, c'est pour ça que je me tape tous ces films, autant les bons que les mauvais, quoi. Et là, en fait, t'as l'impression qu'il essaye jamais rien parce que justement, il est coincé dans son costume de lui-même. Et autant, donc il hurle quand il est la version plus jeune de lui-même. Mais c'est pas ça qui fait. Enfin, ça va pas. C'est 5 minutes dans le film. Mais alors ça, apparemment, ça a été beaucoup coupé aussi. Il a dit qu'il y avait beaucoup de scènes avec ça qui ont été coupées. Il faut le dire, faut expliquer peut-être ce que c'est exactement le truc. C'est que en gros, c'est Nicolas Cage en fait qui se retrouve face à le Nick Cage des années 90, si tu veux, qui est période un peu Sailor et Lula, qui est, si vous êtes fan de Cage, vous avez forcément vu cette interview où il débarque en faisant du karaté sur un plateau en Angleterre, si tu veux, de télé, quoi, de talk show. Et en fait, il est complètement, tu sens qu'il a pris de la chenouf et tout ça, et qu'en fait, il est complètement... Ah oui, c'est là où il est en cuir. Il est complètement taré, il a sa mèche, en fait, qui part dans tous les sens et tout, quoi. Et en gros, si tu veux, c'est cette version-là. Et apparemment, cette version-là, ce que le réalisateur voulait à la base, et que Cage lui a dit non, c'est un personnage, ce que tu veux, en fait, moi je vais faire une version de moi-même, tu vois. Il voulait mettre justement le personnage de Con Air, en fait. Il voulait que ce soit le personnage de Con Air qui lui parle, en fait, si tu veux. Oh. Et il faut dire que dans le film, ce qui est mal foutu, dans cette séquence-là, c'est que déjà, le rajeunissement numérique, il est vraiment pas terrible, hein, si tu veux, il fonctionne pas très bien, quoi. Mais en plus, c'est vrai que, en fait, ce personnage, cette version de Cage fait exactement ce que tu t'attends en fait d'un film de Cage, c'est-à-dire en fait en gros il y a ce moment où il fait le fuck en hurlant, un fuck qui dure il crie 30 secondes, voilà, il crie, il gueule, il s'embrasse, effectivement c'est la scène où il s'embrasse et tout, et tu dis bon ok ça va pas super loin, vous auriez pu pousser ça beaucoup plus loin, et surtout je pense que c'est un personnage qui aurait dû être là tout le temps.
Dans toutes les scènes, même les scènes normales, en fait, si tu veux, il aurait dû apparaître et avoir son grain de sel ou quelque chose. Mais il aurait dû être le petit ange ou le petit démon sur son épaule ou dans un miroir ou dans un truc comme ça. Là, il apparaît 2-3 fois. Ouais, pour dire que voilà, Nicolas Cage, il est un peu fou. C'est ça, c'est pour te rappeler que attention, c'est un mec un peu fou. Et en fait, tout ce qu'on a vu dans toute sa carrière, c'était pas des trucs qui étaient forcément écrits, et là en fait c'est compliqué d'écrire on va t'écrire comme un mec un peu fou mais pas trop, et du coup ça marche pas, quoi. Et ce que tu dis en fait sur le fait que Nicolas Cage, c'est ça aussi qui est un peu rassurant, je trouve, c'est que quand tu regardes la promo du film, il le dit ouvertement que en gros pour lui son meilleur travail c'est ces 10 dernières années, et il dit alors vous dites que c'est des DTV mais pour moi blablabla, tu vois, etc. Et on peut contre-argumenter ça dans l'absolu, si tu veux, il y a des tonnes de films en fait sur lesquels il a été génial avant, tu vois, mais qu'est-ce que ça veut dire surtout dans sa bouche à lui? Ça veut dire tout simplement que le mec il est pas prêt de lâcher l'affaire. Je veux dire, il est pas prêt d'arrêter en fait de continuer à faire ce qu'il fait à la base, si tu veux, quoi. Et c'est là où en fait, si tu veux, bah effectivement c'est un peu de la confiture au cochon, quoi, on va dire, parce que ce soit dans ce film en l'occurrence, si tu veux, ou dans les DTV ou les trucs comme ça, parce que jamais les films sont vraiment, peut-être quelques-uns, mais il y en a vraiment très peu qui sont au niveau de ce que le mec peut apporter, tu vois. J'aime bien Bad Lieutenant, Werner Herzog. Moi je trouve il est cool ce film, parce que justement les deux sont barrés en fait. Tu sens que le réalisateur et lui, ils sont dans des niveaux d'exubérance qui sont assez chouettes. En plus, j'aime bien que le film il est très souvent réalisé en plan séquence, et du coup un gars comme Cage, c'est pas mal. Ça lui laisse un peu de liberté. Ouais. Moi par exemple, si tu veux, dans les trucs, je sais que par exemple quand il apparaît dans Kick-Ass, il y a un truc que j'adore, c'est que tu vois qu'il y a une réflexion derrière l'idée que son personnage, quand il joue Big Daddy, en fait il joue Adam West. Et du coup, il joue Adam West de Batman parce qu'en fait, si tu veux, le mec est assez vieux pour avoir kiffé juste Adam West quand il était gosse, tu vois. Et en fait, les gosses comprennent pas pourquoi il joue comme ça parce que voilà, quoi. Et du coup, il y a une espèce de truc de pensée derrière où tu te dis, ah ouais, c'est bien vu, en fait. Et ça, c'est évident que c'est Cage qui a eu l'idée, en fait, qu'il a apporté, quoi. Donc, c'est des trucs comme ça, en fait, qui moi, je trouve, manquent totalement à ce film-là, quoi. Et puis, et du coup, ouais, moi je trouve ça le rend triste en fait, ce film. On est sorti de là, j'y allais effectivement en me disant ça va être cool, il y a Nicolas Cage et tout, je suis content de le revoir et tout, dans un film qui sort un peu en salle, enfin tout ça, etc. Parce qu'il y a une grosse promo. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'ils le mettent en avant et tout, enfin ce qui est naturel et tout, mais tu sens que c'est vraiment un coup pour rien, et que même lui, je pense en fait, il en est un peu responsable, c'est-à-dire que même lui, il a pas réussi à se sortir totalement de mais vous attendez quoi de moi exactement, enfin tu vois, et effectivement le truc du fan service, c'est que à la fin, quand tu regardes un film comme ça, je suis désolé, faire un pour Avengers, pour changer, quoi, mais t'as l'impression de regarder un Marvel avec ce que les gens attendent, en fait, si tu veux, d'un film comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend de Nicolas Cage, comme qu'est-ce qu'on attend dans un film Marvel, ou qu'est-ce qu'on attend dans un film Star Wars, ou etc. C'est vraiment du fan service pour vous m'avez aimé dans cette collection de mèmes sur Twitter, vous m'aimerez sur. C'est ça, en fait, t'as l'impression que c'est écrit par des gens qui se sont dit c'est qui Nicolas Cage ou c'est quoi Nicolas Cage, et qui se sont dit en fait c'est une série de mèmes et tout, et qui se sont pas posé des questions sur sa vie et sur qui il est vraiment. Et moi je trouve ça dommage parce que le début prend un tout petit peu ce chemin là et très vite c'est balayé, quoi. Ouais, puis Pedro Pascal il peut être méritant, c'est vrai, dans l'absolu, parce qu'il faut tenir tête à Nicolas Cage, mais bon, déjà pas dans le bon film, ça c'est le premier problème, et le deuxième problème c'est qu'ils te le font passer pour le super scénariste génial si tu veux, et en fait tu te dis mais tout ce que le mec écrit, enfin si tu lis en filigrane, en fait, il écrit ce scénar qui va permettre à Cage de revenir sur scène de redevenir une star à la fin du film, quoi. Et tu te dis, mais il a l'air pourri ce film, en fait. C'est clair. Et là, du coup, d'un seul coup, tu te dis, mais comment ça marche dans votre tête, en fait? D'un seul coup, c'est pas comme s'il rencontrait Kubrick ou je sais pas qui, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment un film, en fait, qui doute de rien et en même temps qui tente pas grand chose, quoi. Et puis toutes ces scènes embarrassantes où les deux la sautillent pour éviter des balles qui, on sait très bien, ne va pas les tuer. C'est emmerdant, quoi. Enfin, regardez, j'ai pas 60 ans, quoi. De tirer plus sur l'ambulance. Non, mais ça fait chier pour Cage, quoi. Tu vois, c'est vraiment, ça fait partie des trucs où tu dis, il mérite mieux que ça, quand même, quoi. Ben, quitte à voir un film, à revoir un film avec lui. Marie, c'est quoi ton préféré? C'est Volte-Face pour toujours. C'est le premier film que j'ai vu avec lui et je l'ai trouvé incroyable dedans. Oui, il y en a des tonnes, en fait. Bon, évidemment, il y a Volte-Face, Conner, parce que c'est tellement, pété de la tête. Moi, il y a un film où lui, je le trouve génial. Je trouve le film moins bien, en fait. Si tu veux, il est pas justement à la hauteur du gars, mais en fait, lui, il est absolument formidable dans Lord of War. Il y a Arizona Junior, où je le trouve, c'est un cartoon vivant avant l'heure, avant Jim Carrey, quoi. Donc il est absolument génial dedans, quoi. Donc ouais, il y en a des tonnes, quoi. Ouais, bon, tu l'as dit, Lord of War, évidemment, ça c'est parce qu'en plus c'est un excellent script. Après, il y en a un moi que j'aime bien, qui est un peu nul, mais lui, il est vraiment mortel dedans. C'est Army of One. De Larry Charles. Ouais, je l'ai pas vu, ça. C'est le mec qui va avec son sabre buter Ben Laden, c'est d'après une histoire vraie. Et il y a des moments très très Cage et très très drôles dedans. Donc. Et le Bad Lieutenant, son Bad Lieutenant, moi je le trouve assez intéressant.
Parce que quand on aime Cage, on voit qu'il a de la démesure. Mais il y a un truc que tu as dit en sortant de la projo, et tu as raison, en fait, ce qu'on aimerait voir, ce qu'on aurait aimé voir, moi et Stéphane au moins, ça aurait été un film d'Effarelli de la bonne époque avec Cage. Alors là on lui, aurait été... parce qu'en fait, je pense qu'il a ce truc comique en fait, qui aurait vraiment fonctionné sur un truc comme ça. Mais les Farrelly de la bonne époque aussi, pas ceux d'aujourd'hui, quoi. Bon, en tout cas, si vous voulez voir des bons Nick Cage maintenant, vous avez la liste. Et puis, si vous voulez quand même vous faire votre propre avis, Un talent en or massif est sorti en salle ce 20 avril. Ça y est, c'est la fin de cette émission, le moment où vous avez la parole. Alors, vous avez vu Un talent en or massif et vous avez des choses à en dire. Ça tombe bien, on a très envie de vous entendre. Vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous voulez défendre le film Becs et ongles. Surtout, ne vous gênez pas. Pour ça, c'est très simple, enregistrez un message vocal et envoyez-le sur notre mail saltempourlerépondeur@gmail.com. On le passera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de 2 films, Les Secrets de Dumbledore, 3e volet de la saga des animaux fantastiques, mais aussi de Jackass Forever. Alors, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? On écoute ça tout de suite. Jackass Forever, alors... Je comprends vos réserves et je partage la plupart, mais comme disait Stéphane ou Julien, je sais plus, c'est dans le titre, quoi. C'est du Jackass. C'est lourd, c'est répétitif, c'est inégal, c'est scato jusqu'au vomi, mais perso, je n'attendais pas plus, quoi. C'est pour ça que je comprends pas votre déception. Vous écoutez pendant 40 minutes, là, on dirait qu'on enterrait un proche, quoi. Alors que c'est juste Jackass, c'est pas Terminator ou Die Hard. Moi, rien que de voir Steve-O en vie, ça m'a fait ma soirée, hein. Je vous ai trouvé dur. Alors, certes, ça pisse pas bien loin, mais moi, j'ai passé un bon moment. Sale temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Eric, Stéphane, merci. Merci Clémence. Et puis merci Alain à la technique. Merci. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous voulez nous encourager et qu'on planche sur d'autres émissions de qualité, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com. Mot-clé Capture Mag, c'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Parlez-nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans non pas 1 mais 2 semaines pour un prochain épisode de Sale temps pour un film. On parlera de Doctor Strange. Salut!